Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des peurs et des doutes par moment? Bien sûr. Je pense que, en tout cas dans le MMA, c'est un truc qui est un peu plus tabou parce que c'est un sport, on va dire, où il y a un rapport de force. Du coup, tu dois paraître fort. Mais moi, je sais pas si paraître fort, ça veut d'office dire que ça rime avec ne pas avoir peur. Moi, pour moi, la peur, c'est un de tes meilleurs amis. Elle sera toujours là. Parce que c'est la peur de l'échec, la peur de décevoir tes partenaires, tes proches, ta famille, tes supporters, la peur d'être ridicule, d'être humilié. Comment tu vas aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Tu es dans une bonne journée? Ouais, franchement, ouais. Je suis dans un bon mois même, dans une bonne dynamique, on va dire. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Patrick Abirora, combattant de MMA. J'ai 23 ans. Combattant de MMA professionnel. Champion du monde de MMA amateur 2023. Et le premier francophone à avoir eu ce titre de mondial. Et passé professionnel du coup en 2024, janvier. Je suis sur 5 combats d'affilée, 4 KO, 5 victoires, 0 défaite et combattant du PFL. C'est un long CV. Pour comprendre comment t'en es arrivé là, Ouais. on va repartir de ton enfance. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi Alors moi je suis belge, du coup. Je sais qu'on me voit pas mal sur le plateau français surtout, mais je suis belge. J'ai grandi à Namur, dans une petite ville, avec plein de potes. Je suis issu de l'émigration, donc plutôt en zone urbaine. Et on va dire j'ai grandi dans une belle génération dorée, du fait qu'entre les 2003 et les 9-7, je trouve, on était beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes garçons du même âge, plus ou moins. Du coup, on a beaucoup traîné dehors, beaucoup traîné ensemble. Du coup, quand t'es jeune, c'est une enfance de fou. Moi, j'ai pas grandi avec le téléphone. Je crois que mon premier téléphone, je l'ai eu à 16 ans, 17. Donc c'est très tard. Moi, j'ai grandi à l'ancienne. Tu sais, je criais en bas de la fenêtre et puis il descendait. Je venais toquer chez les parents. J'ai dit, il peut sortir, Momo et tout. Et puis ça daronne, des fois, il disait non, des fois, il disait oui. Donc moi, j'ai grandi vraiment à l'ancienne, foot de rue, tu vois. On était vraiment dans des trucs comme ça. Du coup, j'ai grave kiffé mon enfance en vrai. Même quand je la regarde maintenant et que je vois les jeunes de maintenant avec les réseaux sociaux, etc., j'ai kiffé pouvoir être habitué à jouer dehors, etc. Et je suis encore chanceux de me dire que je fais partie de ces dernières générations qui ont connu ça un peu avant l'explosion des réseaux sociaux. Et du coup, ouais, une enfance d'un jeune qui traînait dehors avec ses amis au quartier, les 400 coups, plein de petites conneries, mais maintenant ça va. En vrai, on a grandi, on est devenu mature et je pense que le MMA m'a sauvé comme a sauvé le sport, a pu sauver pas mal de vies de jeunes issus de quartier, tu vois. Justement, le sport au sens large, donc pas forcément le MMA, Ouais, t'es ça. arrivé à quel moment dans ta vie? Moi, ça a commencé tôt. J'ai été vite reconnu hyperactif. J'avais trop d'énergie. Du coup, quand t'es petit, que t'es hyperactif, surtout je pense chez les garçons, c'est un peu un tempérament colérique, bagarreur, tout ça. Du coup, ça m'a vite valu des problèmes. Du coup, mes parents ils m'ont dit, ok, on va le mettre au foot comme tous les petits garçons et ça va l'aider. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 7 ans, je crois, quand je commence le foot. Du coup, je commence avec le foot. Je me donne à fond parce que je suis hyper compétiteur. Hyper, hyper compétiteur. J'ai jamais... je refuse perdre. Et si je perds, c'est... Je vais pas accuser les autres. Du coup, je vais prendre ça pour moi. J'avais du mal aussi avec l'autorité. Ce qui m'a valu de ne pas arriver au circuit professionnel. Parce que le circuit professionnel, il faut avoir à un moment donné accepté l'autorité, accepter des instances, respecter certaines choses. Et à ce moment-là, mes parents n'étaient pas trop d'accord parce que j'étais dans une bonne école. Une école avec un niveau assez élevé, assez élitiste. Et j'étais dans une grosse option. Et à ce moment-là, j'avais 13-14 ans quand je pouvais passer en élite. Donc en division 1, c'est comme la Ligue 1 en France. Sauf qu'à ce moment-là, mes notes, c'était en dents de scie. Et tu sais, quand tu as 13-14 ans, tes parents ne voient pas vraiment si tu vas réussir dans le sport. Surtout que moi, dans la culture, c'est pas vraiment quelque chose où le sport, c'était primordial, c'était les études. Dans quelle culture? Moi, je suis rwandais. Du coup, ça veut dire qu'en gros, pour eux, même la culture africaine, les parents de base font des études, quoi. Et le sport, c'est bien, mais c'est un loisir, je pense. Et ça change avec les années, mais à cette époque-là, quand j'avais 13 ans, c'était pas du tout le cas. Et vu que j'avais pas des bonnes notes, ils me laissaient pas partir dans des gros clubs. Ça veut dire dans une autre ville, plus grosse, et ça veut dire 1 heure de route, voire 1 heure et demie, ils n'avaient pas le temps. Me laisser aller aussi en internat, c'était impossible. J'étais trop turbulent, du coup, ils savaient que ça allait mal tourner. Et j'ai plein d'amis qui ont mal tourné, du coup, quand ils sont partis en internat. Du coup, ouais, en vrai, je pense qu'ils ont eu raison, mais le fait que je reste à Namur, ça m'a un peu dégoûté. Parce que sur les 11 titulaires, on va dire, on avait tellement fait une saison de fou en Division 2.
On avait gagné la Coupe de Belgique, donc la Coupe nationale, etc. On avait battu des clubs de D1 dans des matchs amicaux. Du coup, bah, sur les 11, t'en as 7 qui sont partis en D1, quoi. Donc l'équivalent de la Ligue 1, 7 qui ont été repérés. Et moi, ça a mis un coup au moral. J'étais dégoûté. Je savais que l'équipe allait redescendre, du coup, j'ai préféré arrêter le sport. Et c'est de là que j'ai commencé à traîner dehors et c'était pas, on va dire, bénéfique pour moi. Depuis tout à l'heure, tu te décris comme quelqu'un d'hyperactif, de bagarreur, Ouais. comme quelqu'un qui a du mal à rentrer dans les clous. Quand À j'étais l'école, ça se petit. passait comment? Bah, souvent, quand tu es hyperactif, il y a souvent un autre truc qui vient avec, c'est HP, HPI ou un truc comme ça. Au potentiel Ouais, intellectuel. c'est ça, j'ai eu ça quand j'étais petit. Du coup, j'avais des facilités à l'école. Ce qui fait que j'ai fait pas mal de choses qui sortent du contexte urbain. J'ai fait des concours d'éloquence, je lisais beaucoup, des concours de littérature aussi, des concours des jeux d'échecs. J'ai gagné le championnat régional à 12 ans, donc c'est la moitié de mon pays, en équipe. En interscolaire, je représentais mon équipe. Donc il y a plusieurs tableaux. Et dans mon tableau, j'étais champion de la Wallonie. Du coup, c'est la moitié de la Belgique. Du coup, c'est... Et en championnat national, je pense qu'on avait fait 5e. Du coup, ouais, j'ai fait pas mal de choses. Et c'est des trucs que quand j'étais petit, je cachais. J'ai commencé à lire avec les mangas. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à lire des romans. Tu sais que ça allait du Marc Lévy, Guillaume Musso. Et puis après, j'allais dans des romans policiers, des thrillers, Stephen King. Fantasy aussi beaucoup. Fantasy, j'aimais trop tout ce qui était fantastique. Je pense que ça m'a poussé dans mon imaginaire. Et du coup, moi, j'ai pas grandi avec la PlayStation et tout. Par exemple, je joue pas à la Play, j'ai jamais joué. Des trucs comme ça, c'est... J'ai jamais grandi avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui était écran. J'ai plutôt grandi avec des livres, jouer dehors, du foot dehors, faire du vélo, faire des cabanes, traîner dehors avec mes potes. Même à rien faire, hein. On est en bas au quartier, comme ça, on fait rien, mais on traîne dehors, tu vois. Je pouvais pas être là à jouer à la Play. J'ai reçu une Play d'un oncle, je l'ai vendue après 4 mois. Parce que j'arrivais pas à jouer, ça m'énervait. Genre, je me dis, je vais être assis là pendant 2 heures, c'est pas mon délire, quoi. Mais du coup, ouais. Du coup, j'avais des facilités à l'école, ce qui fait que bah, j'avais pas besoin de trop travailler. Quand t'as 13-14 ans, le fait que la difficulté, c'est comportemental, tu vois. J'avais des bonnes notes, mais comportement zéro. Du coup, l'école peut vite te virer, même si t'es bon, tu vois. Mais je pense que ce qui m'a sauvé, ça a toujours été mes notes. À la différence de certains collègues à moi qui se sont fait virer parce que les notes ne suivaient pas et le comportement ne suivait pas. Moi, mes notes m'ont toujours sauvé. Dans la cour de récré, t'étais quel genre de garçon? Euh, Bah, souvent, on faisait des foot quand on était petit, mais souvent, j'étais très... allez, on va dire, je prenais le match à cœur, quoi. Ça veut dire, si on perdait, ah, ça me foutait la rage, quoi. Je pouvais aller m'embrouiller avec les gens et tout. Mais après, allez, je regarde ça et je souris maintenant parce que je me dis, vas-y, ça va. Je pense que le sport et ma mentalité a changé au bon âge. Là où ça va... Il y a un step où, on va dire, quand tu dépasses un certain âge et que tu continues à faire ce genre de conneries, ça devient compliqué pour ton avenir. Moi, j'ai su arrêter au bon moment, rencontrer les bonnes personnes, avoir des bons grands frères au bon moment et me mettre sur le droit chemin, on va dire. T'as dit qu'il y a des moments où t'as fait des bêtises et où t'as traîné dehors. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux nous dire... Je vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire que tout jeune issu de quartier, vous pouvez imaginer toutes les conneries qu'ils peuvent faire et c'était à peu près ça. Et on va dire que dans notre ville, il y a beaucoup de combattants maintenant qui sortent de ma ville. Et on va dire que nous, on était connus dans la ville avant même le MMA. Plus pour la bagarre que plus... Du coup, on avait déjà des réputations, entre guillemets, et on tenait à nos réputations. Mais j'ai su rentrer dans le droit chemin au bon moment. Et comme je dis, le sport, ça peut sauver une personne parce que ça t'apprend la discipline, ça t'apprend la maîtrise de soi. Et surtout, je pense que quand tu es jeune, issu de l'immigration et dans les quartiers urbains et que tu n'as pas grandi avec les mêmes chances que tout le monde, tu as un peu un manque. Et du coup, ça t'énerve. Et tu as envie de le projeter sur les gens. Et surtout, enfin, moi, je suis dans une école élitiste, ça veut dire que moi, les gens dans mon école, c'est des fils d'avocats, de docteurs, de machins. Et du coup, tu as le seum un peu que eux, la vie, elle paraît tellement rose, tu vois. Et du coup, tu as un peu une haine envers les gens et tu as envie de te venger, mais tu sais même pas pourquoi, tu sais même pas contre qui. Et souvent, tu te venges même pas contre les personnes qui sont concernées. Et bah, le sport t'apprend à une certaine confiance en toi où tu n'as même plus besoin de prouver des choses, tu vois. Tu sais, t'as pas besoin de faire le cahier dehors, t'as pas besoin de regarder mal les gens, t'as besoin de mal te comporter pour qu'on t'entende ou crier quand vous êtes en groupe. Tu sais, le sport, ça t'apprend une discipline où t'as confiance en toi, tu sais de quoi t'es capable, tu sais de quoi tu sais que tu repousses tes limites tous les jours et au final, tu trouves ça inutile en fait. Et aussi, à force que j'ai été que à la salle de sport,
et que moi j'ai dû aller sur la capitale, donc je faisais des trajets de 1h30 l'aller, 1h30 le retour. Je savais que ça m'a évité d'être dehors avec mes potes. Du coup, ça m'a évité de faire les conneries à partir de 17 ans. J'entendais ce qui se passait, mais j'étais plus concerné vu que j'étais tout le temps à la salle d'entraînement. Et le switch a été que j'ai trouvé un vrai coach. On n'avait pas de coach à Namur, on s'entraînait souvent dehors, on s'entraînait dans la forêt, je m'entraînais au quartier à côté du terrain de foot avec un pote qui montrait 2-3 techniques qui étaient plus grands, c'était vraiment à l'arrache. Et quand je suis arrivé sur Bruxelles et que j'ai rencontré une vraie structure, j'ai vu des vrais coachs qui sont là pour toi. Nous, nos coachs, je me rappellerai d'une anecdote où Steven il est un peu plus vieux que moi, j'ai 16 ans, je fais mon premier combat. Et après, mon coach, Steven, doit combattre. Et il dit, ouais, les gars, j'ai un tournoi de poker, ciao. Et il me dit, ouais, Patrick, coach-le. Et moi, j'ai 16 ans. Moi, je suis là comme ça, je suis dans le coin, je sais pas quoi dire, tu vois. Je dis, ouais, vas-y, tape-le, tu vois. Mais il y avait pas, c'était pas sérieux. Enfin, tu peux pas emmener quelqu'un à combattre, surtout que le sport de combat, c'est un sport qui est assez différent. C'est, comme beaucoup de gens disent, tu joues au foot, tu joues au basket, tu joues pas à la boxe, tu joues pas au MMA. Tu peux mettre ta vie en jeu là-dedans, tu vois. Et donc, quand tu es coach, tu as la responsabilité de certaines personnes, l'intégrité des athlètes et le fait d'avoir l'irresponsabilité de faire certaines actions comme ça. Quand on était petit, on rigolait, mais là maintenant, quand je le vois, je dis ah, c'était chaud quand même qu'on n'ait pas de gens qui soient vraiment là pour nous. Et donc, quand j'ai rencontré mon coach, Tarek Sendo, à ce moment-là, ben, il a fait un peu ce rôle-là de grand frère, de hey, reste à la salle, tu vas rien gagner dans la rue, tu vas rien gagner au quartier. Entraîne-toi tous les jours, regarde, il y a des mecs qui réussissent et qui ont une bonne hygiène de vie. Et puis en fait, tu suis le moule, hein. Tu rentres dans le moule, tu t'entraînes et ouais, après ça te met une discipline. Avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous raconter comment ta rencontre avec le MMA s'est faite? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sport très populaire, Ouais. Mais à l'époque... Ouais, quand j'ai commencé, c'était... En plus, nous, en Belgique, c'était déjà légal, mais en France, c'était pas légal. Au moment où j'ai commencé, du coup, pour recontextualiser, ça a été un ami à moi. T'as quel âge à ce moment-là? 16, vers 16 ans. Vers 16 ans, je suis à Namur. Entre 15 ans et demi et 16 ans. Je me battais beaucoup et j'étais bon. Et du coup, il m'a dit, ah, tu devrais faire du MMA et tout, tu seras encore plus fort et tout. Et moi, je m'étais dit, en vrai, c'est vrai parce que... Et des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien être plus fort dehors, tu vois. On m'a dit, si on m'agresse, là, t'inquiète pas que mon gars, je voulais apprendre des techniques, ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que ce que tu apprends dans les sports de combat, c'est pas pour faire dehors. Mais moi, ma première motivation, c'était ça, être plus fort. C'était courant pour toi de te battre dehors. Ouais. C'était quotidien. Mais c'était, on va dire, tu vois, quand t'es un gamin de 15 ans, c'est pas pareil. Je veux dire, si t'as 20 ans et que tu te bats tous les jours, c'est pas la même chose. Quand t'as 15 ans, c'est pour un oui, pour un non, pour un mauvais regard, pour juste prouver que t'es plus fort, pour avoir un peu d'assurance. Tu vois, c'était plein de trucs comme ça que tu voulais te prouver à toi-même qui servent à rien. Mais du coup, ouais. Et en fait, ça a été vraiment ça. Sauf que je me suis rendu compte que j'étais bon parce qu'un gars qui était à l'UFC à l'époque en Belgique m'a dit hey, franchement, tu devrais te concentrer dessus, il y a peut-être un truc à faire. Et de là, je suis parti à Bruxelles. Je suis parti sur la capitale, j'ai dit ouais, mais nous, on n'a rien à Namur. Mes amis, quand j'ai essayé de chauffer tout le monde pour monter à Bruxelles, parce que fallait prendre le train, 1 heure, fallait prendre les transports, 30 minutes, marcher 10 minutes, et arrivé à la salle, donc 1h40. Et j'avais pas envie de le faire tout seul, surtout que j'ai 17 ans, je me dis, vas-y les gars, venez, on monte à plusieurs. En plus, on n'a rien à Namur. Ils ont été un peu démotivés, ils ont tous arrêté pendant 1 an, plus ou moins. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis parti, parce que je pense que j'avais une quête et une soif d'accomplir de grandes choses. J'ai toujours voulu accomplir vraiment quelque chose de grand dans le sport, que ce soit dans le foot ou là, dans les sports de combat. Dès que je me suis mis un objectif, je me suis dit, j'ai envie de devenir le meilleur. Et donc, du coup, je suis parti et j'ai rencontré cette équipe à l'époque, dont il y a mon coach Tarek Sendo, qui est avec moi depuis mes 17 ans maintenant. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui ont pas, on va dire, réussi, mais qui m'ont montré que c'était possible d'avoir une voie et un chemin. Et il a plus eu ce rôle de grand frère de ouais. Si tu veux quelque chose vraiment, si tu veux vraiment cet objectif, bah tu vas devoir travailler. C'est intéressant parce que dans tout ce dont tu as parlé, que ce soit les échecs, le foot, maintenant le MMA, quand tu commences quelque chose, ton but c'est d'être le meilleur, pas juste de participer. Non, impossible. Mais ça pour moi c'est la mentalité si tu fais du sport de haut niveau. C'est-à-dire que quand tu vas chercher un objectif de haut niveau, pas pour du loisir. Si maintenant maintenant je peux jouer au badminton pour du loisir. Mais même pour du loisir, moi vu que je suis compétiteur dans ma tête, bah, je vais vouloir être le meilleur, même si je fais un match comme ça. Tu vois, mais ça, pour moi, c'est une déformation professionnelle du fait que tu dois avoir ce tempérament-là si tu veux être compétiteur de haut niveau. Mais est-ce que tu l'as pas déjà de base? Si. Moi, je pense que c'est quelque chose que souvent les gens naissent avec. En tout cas, quand tu regardes les grands champions, tout le monde, on regarde leur biographie, c'est toujours des... Quand tu entends leurs parents et tout, des petits, ils voulaient toujours être le meilleur. Ça revient tout le temps. Je pense que c'est un attrait de la personnalité qui est
primordial pour le haut niveau en tout cas. Parce que tu peux pas imaginer que parmi 1 million de personnes, ce sera toi le champion si tu estimes pas que tu dois être le meilleur. Tu vois, ce serait pas possible. Tu peux pas te dire je veux le championnat du monde et je vais juste pour participer et espérer être champion du monde alors que tu as des mecs qui viennent mettre leur vie en jeu pour ça. Et dans n'importe quel sport. Hein. Tennis, foot, basket. Donc ton objectif quand tu commences le sport, c'est d'être au haut niveau dès le départ. Ouais. À aucun moment c'est un loisir non. ou juste... Non, c'est juste que c'est ma passion. Je suis passionné. Du coup, j'ai pas de problème à travailler dur. Ça, est la différence. L'école, c'est pas ma passion. J'ai facile, mais ça m'énerve. Et avant ces rencontres que tu fais qui, comme tu le dis, te montrent qu'il y a des possibilités d'avenir et des chemins, tu veux faire quoi dans la vie? Je sais pas. Hein. Franchement, la vérité, j'étais à l'école. Moi, j'ai commencé tôt avec le sport. Donc, du coup, je savais que je voulais devenir sportif de haut niveau. Mais je savais... à la base, c'était le foot. Puis ça a été le sport de combat. Il n'y avait pas d'autres... Je me suis jamais dit... Enfin, j'avais la possibilité de travailler, faire des études. J'ai fait des études de psychologie, d'ailleurs. En première année de l'université, j'ai réussi. Deuxième année, j'ai pas voulu continuer. J'ai fait e-business. J'ai réussi les examens de Noël. J'ai pas voulu finir l'année. J'avais même pas envie. C'est même pas que je ratais, c'est juste que j'avais pas envie. Du coup, bah, c'était pas ma voie. Mais après, je sais que je pouvais faire des études supérieures si je voulais, mais ça m'intéressait pas. La fac ne m'intéressait pas, quoi. Le MMA, dès le début, t'en tombes amoureux. Parce que pour avoir le courage de faire tout ce chemin que tu dis qu'il faut faire pour aller de ta ville jusqu'à Bruxelles, et tu as l'air d'ailleurs d'être très fier de ta ville et de là d'où tu viens. 5000, représente toujours. 5000. Partout le 5. C'est important. C'est important de ne pas oublier d'où on vient, c'est important de ne pas oublier ses racines et c'est important. Je pense que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Et des fois, c'est important de se rappeler du chemin. Parce que tu as un objectif, tu as le départ, mais entre les deux, c'est long. Des fois, il faut regarder derrière, des fois, il faut regarder devant, des fois, il faut apprécier maintenant. Du coup, les allers-retours se font de plus en plus fréquents, j'imagine, entre ta ville et Bruxelles. Ouais, dès que j'ai fini les secondaires, donc le lycée comme en France, je suis parti vivre à Bruxelles à 18 ans tout seul. Autonome. Pour le MMA. Ouais, parce que mes parents m'ont dit, si tu ne fais pas d'études, on te paye rien. Du coup, je suis parti, j'ai vécu tout seul et je suis venu à mes propres moyens, en faisant plein de petits boulots. À ce moment-là, tu as quoi dans la tête? C'est quoi ton objectif? Réussir. De toute façon, j'ai pas le choix parce que j'ai pas mes parents, je suis tout seul et je dois payer mon studio qui faisait, je crois, 20 mètres carrés, même pas. Du coup, t'as pas le choix. Et je pense que c'est quand t'es dos au mur que, on va dire, quand t'as pas de pack, t'as pas de plan B. Mais quand t'as pas le choix, t'es obligé. Alors que quand t'as le choix, au fin fond de ta tête, des fois, quand tu regardes les grands champions, Usain Bolt, pas c'est compliqué. Mohamed Ali, pas c'est compliqué. LeBron James, pas c'est compliqué. Michael Jordan, pas c'est compliqué. Cristiano Ronaldo, pas c'est compliqué. Quand tu regardes tous ces grands champions, au final, ils n'avaient pas le choix de réussir. C'est pas comme si ils pouvaient se permettre. Non, t'as pas le choix. Et du coup, vu que t'as pas le choix, tu vas au-delà de tes limites parce que tu sais que ta vie en dépend, entre guillemets. Ton premier combat, il va avoir lieu quand? À 16 ans, à Namur, avec mon équipe de Namur. J'en ai fait 2 en moins de 18 ans. Donc ça s'appelle en junior, teenage en anglais. Et j'ai gagné les 2. Puis j'ai fait mon premier combat, on va dire amateur, semi-pro avec Tarek, du coup, à 17 ans. Si je compte pas mes juniors, mon premier combat officiel, et c'était une dérogation en plus, parce que, en gros, à 16 ans, j'étais trop fort pour les teenagers. Et du coup, ils m'ont fait signer un papier par mon père que je pouvais combattre avec des adultes. Du coup, à 17 ans, j'ai commencé à combattre avec des mecs de 24, 30 ans et tout. Mais je devais signer un papier parce que j'étais mineur. Et un des arbitres nationaux, il s'appelle Jean-Phi, il me le rappelle à chaque event qu'il me voit. Il me dit, j'ai encore le papier, hein, parce que et tout. Il me dit, maintenant, je peux le montrer aux gens, ça doit valoir de l'argent. Je dis, non, et tout, tranquille. Mais c'est vrai qu'à 17 ans, ouais, j'ai fait mes premiers combats amateurs avec des adultes. Ça, c'était une sacrée expérience. Est-ce que, en faisant maintenant un vrai sport de combat, dans les règles de l'art, tu arrives à apaiser toute cette explosivité, toute cette hyperactivité et tout ce caractère bagarreur que tu as depuis toujours? Bien sûr. Dès que j'ai commencé sérieusement le MMA, les bagarres extérieures se sont amenuisées et se sont stoppées net avec le temps, en fait. Tu n'as plus envie de devoir prouver certaines choses. Tu sais qui tu es. Tu marches avec de la confiance en toi et tu te dis, bah... Le mec, il me regarde mal, c'est peut-être qu'il a une mauvaise journée, mais franchement, j'ai la flemme, quoi, j'ai pas que ça à faire. Alors qu'avant, tu te disais, non, je vais pas laisser passer ça. Là, maintenant, t'as pas d'ego mal placé, quoi. Donc, c'est une période où tu grandis aussi? Ouais, ça te fait grandir en maturité, je pense. Et moi, je pense que c'est n'importe quel sport. Hein. Ça te fait prendre de la maturité. On est des petits garçons, et puis, au fur et à mesure, on essaie de devenir des hommes. Et c'est des femmes, et puis, au fur et à mesure, c'est des jeunes filles, elles essaient de devenir des femmes. C'est ça, le sport, je pense. Les vraies valeurs du sport, en tout cas.
Cette période où tu emménages tout seul à 18 ans, où tu quittes ta ville, les tiens, tes potes qui n'ont pas voulu te suivre, tu la vis comment? Bah, je suis seul, mais je fais mon truc. Je rencontre un, puis deux potes. Mais c'est pas ça, c'est pas pour ça que je suis parti. Je suis parti pour devenir meilleur. Du coup, bah, j'ai mon coach, j'ai mes amis de ma ville, mon quartier, et ça s'arrête là. Je suis bien. Après, moi, je suis quelqu'un de solitaire. Du coup, j'ai jamais vraiment eu besoin de... Je connais beaucoup de monde. J'ai pas trop aimé être sociable, mais je suis quelqu'un de très solitaire dans mon train de vie. Donc, du coup, bah, j'avais pas de problème. Moi, ça me va bien de m'entraîner et juste être là et m'entraîner, c'est tout. Et ton coach qui croit en toi? Ouais. Je pense même qu'il croit en moi plus que moi, des fois, je crois en moi. Certaines fois. Ça va être quoi la suite après? Comment est-ce que ça va devenir sérieux et comment est-ce que tu vas devenir le Patrick d'aujourd'hui? Ouais, c'est compliqué, hein. Là, on parle d'une période entre 17, on va dire. Entre 17 et 22 ans, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'entre 17 et 22 ans, j'essuie pas mal de défaites. Du coup... Est-ce que tu te souviens de ta première défaite? Ouais, j'avais 17 ans. La même année, mon coach m'a mis contre un mec qui avait presque 30 combats. J'en avais 4. Et il allait passer professionnel et je crois qu'il avait 27 ans. Et moi, dans ma tête, j'étais là, j'étais 4-0, invaincu. Je me dis, ah, c'est carré. Et je me suis fait défoncer, quoi. Mais défoncer. Devant tout le monde, il y avait mon père, il m'a mis une gifle. On était 10 combattants, les 9 ils ont gagné, j'étais le seul qui a perdu. C'était le pire truc, j'avais mis dans la ville, parce que c'était un gros gala, j'avais dit aux gars dans la ville, ils avaient mis dans le Otakos sur l'écran, tout le monde m'avait vu perdre. Ah, j'étais là, j'avais trop le démon, j'étais là, purée. Ce sport c'est trop nul en vrai. Puis après je suis revenu, j'ai gagné après, puis j'ai gagné quelques fois, puis j'ai été au championnat du monde. J'ai perdu. Ah, j'ai fait championnat d'Europe avant aussi. Perdu premier tour. Rentre à la maison, championnat du monde, j'y vais à Abu Dhabi, je paye de ma poche parce que la Belgique nous paye rien. 1600 €, je les sors de je sais pas où, mon coach il laisse sa femme enceinte et tout. Perdu. Premier tour aussi, rentre à la maison. Et du coup c'était en mode... c'était compliqué, hein. À vivre, c'était très très dur. Pour un compétiteur comme toi, c'est comment la défaite? Bah tu ressens que t'as pas la place au haut niveau. Simple, faut être factuel, le sport c'est factuel. C'est ça que j'aime bien dans la beauté du sport. Il n'y a pas de notion de ethnie, couleur de peau, t'es une femme, t'es un homme, t'es fort, t'es grand, il n'y a pas ça. T'es là, tu performes, tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres à la maison. Si tu perds plusieurs fois, t'es pas fait pour le niveau. C'est simple. Ceux qui gagnent, ils continuent. Bien sûr. Ah, de cette période-là, moi je pensais pas que... Autant je rêvais de devenir champion, etc. Autant je n'étais pas sûr que j'allais le devenir. Parce que tu te bats sur des faits, tu ne te bases pas sur des rêves. C'est ça qui est beau avec le sport, c'est que tu peux faire des faits. Ok, j'aimerais bien être champion du monde. Je veux au championnat d'Europe, je me fais éliminer au premier tour. Déjà, il faudrait que je passe déjà les tours aux Europes pour espérer être champion du monde. Mais je me fais éliminer au premier tour, je veux au championnat du monde, je sors. Tu vois donc, mentalement, psychologiquement, tu as plein de trucs qui te remettent les pieds sur terre, direct, et très vite, et très fort. Et il n'y a pas de dentelle avec le sport de niveau, c'est cash. C'est comme quand un Mbappé va rater une performance, ça va être cash, direct, tu vois. Le coach, quand il va te parler dans le vestiaire, il va bien te parler. Tu joues pas le prochain match. T'es pas bon, tu joues pas le prochain match. On met un autre. C'est comme ça. Le rapport à l'exigence et à la performance est factuel et non émotionnel. Il n'y a pas de « ah, j'ai de l'affinité avec toi ». Donc, non, il n'y a pas d'affinité, c'est un sport. Enfin, je veux dire, vous ne vous connaissez pas. Le meilleur passera. Le meilleur sur le moment. Tu vois. Et dans ces moments de doute, tu te raccroches à quoi? C'est quoi qui t'aide à tenir et à continuer de croire? La discipline. La motivation, ça vient, ça part. La motivation, ça vient, ça part. C'est pas quelque chose de constant, la motivation. Les gens pensent que les grands champions sont toujours motivés. Moi, je pense que les grands champions, ils sont disciplinés. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, après une grosse défaite, après tout ça, tu prends ton sac, tu vas à la salle. C'est juste la première bataille, c'est ça. Prends le métro. Marche jusqu'à la salle. Arrive à la salle. Ok, demain, refais pareil. Te dis pas, je vais aller, j'ai pas envie, Non, juste prends le métro d'abord. Ok, t'as pris le métro avec ton sac, d'accord, t'es à la salle. Reviens le lendemain, fais la même chose. Parce que quand tu sors d'une défaite, t'as même plus envie d'y aller. Tu te dis, j'ai la honte, j'ai perdu, Non, retourne au boulot. Parce que si tu le fais pas, de toute manière, c'est mort. Ah, si tu t'entraînes pas, c'est mort. Il n'y a pas de truc magique. Tu vois. Il n'y a pas de... Oh, on va te mettre des passes droits ou quoi. Non. Mais même si tu t'entraînes, c'est pas sûr que tu réussis ça, le sport.
Même si tu donnes tout, c'est pas sûr que tu réussisses. Comme ils disent, hein, les parents, c'est pour ça qu'aussi ils ont peur, c'est qu'il y en a que, pas 1 sur 1 million, mais très très peu qui réussissent au haut niveau. Du coup, bah, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont gardé cette constance. Et Kobe Bryant disait, paix à son âme, The real dream is the process. Le vrai rêve, quand il y a des grands champions, ils ont tout accompli, ils disent, le vrai rêve, en vrai, c'était même pas les titres. C'est le processus d'y être arrivé. Parce que tu regardes derrière, tu te dis, ah ouais, à ce moment-là, c'était dur, j'ai continué. Et en fait, la courbe, elle fait pas ça. On voit beaucoup de grands talents faire ça, et puis chut, ils chutent. Il y a beaucoup d'exemples dans le foot, des mecs où on disait, ah, c'est le prochain prodige et tout, et puis on les voit plus. Mais ce qui est intéressant, c'est quand un mec qui fait ça, petit à petit, mais ça reste. Il stoppe des fois, il descend un peu, mais il remonte. Mais petit à petit. Mais au final, il est arrivé là. Au final, il y arrive. Mais ça a été plus laborieux. Et des fois, tu as des talents, hein, des génies, ligne droite. C'est ça le sport, c'est pas... Il n'y a rien d'égal. Il y a un mec qui peut arriver, boum. Et en fait, c'est lui qui te démotive des fois aussi. Parce que tu dis, lui, ça a l'air trop facile. Et moi, vu que je suis pas quelqu'un de talentueux, ben, des fois, j'avais des mecs à la salle qui faisaient que gagner. Je disais, purée, moi, c'est pas la même chose, tu vois. Et t'as l'impression que le mec, il s'entraîne même pas dur. T'as l'impression qu'ils... Mais les talentueux, le plus gros danger pour eux, c'est que le fait qu'ils n'ont pas été habitués à travailler dur. Et ce qui fait qu'au très haut niveau, en fait, tout le monde développe un talent. Tout le monde est talentueux au très haut niveau. Tout le monde est technique. Tout le monde sait faire la base. Mais ce qu'on voit la différence, c'est qu'on vraiment travaillé, qui sont efficaces. Et ça, c'est pas facile si t'as pas développé une vraie dynamique de travail dans ta carrière. T'estimes que toi, c'est pas du talent, mais c'est du travail, du coup, qui t'a... Bah, bien sûr. On peut voir les défaites, elles sont là sur Internet. Hein. Pour moi, un talentueux, c'est un mec qui perd très rarement, qui fait tout de manière rapide. Moi, ça a pris du temps. Mais par contre, tu deviens talentueux dans le travail. Du coup, maintenant, quand on me voit maintenant, j'arrive à faire des trucs beaucoup plus rapidement. J'arrive à gagner de manière très forte, très flashy, etc. J'ai pas perdu depuis 2 ans. Mais avant ça, il y a eu 5 années de travail dur, on va dire. Tu as fait plusieurs comparaisons au foot et au sport de façon générale. C'est ce qui parle à plus de gens. Mais je pense qu'il y a quand même une distinction à faire avec le sport de combat. Déjà, c'est un sport individuel qui demande de longues périodes de préparation. Tu es d'ailleurs dans une de ces périodes-là. Pour finalement une réponse qui va être jouée en quelques secondes. Un court instant T. Oui, un court instant qu'on va retenir. Ouais. Et il va falloir beaucoup de temps pour que tu puisses revenir et te relever d'une défaite et montrer que tu peux corriger le tir. Là où un Kylian Mbappé, que tu as pris un exemple tout à l'heure, peut, le samedi d'après déjà, montrer que... Ça, c'est quand tu choisis ton sport, tu le sais. Si tu choisis les sports de combat, tu sais que tu vas pas jouer toutes les semaines. Hein. C'est la différence. Mais c'est ça aussi qui rend la chose la plus belle. Lorsque tu as une grosse victoire, t'exploses. Et lorsque tu as une défaite, tu descends. Le rapport à la victoire-défaite est différent. Mais par exemple, on peut dire à la Coupe du Monde, s'il se loupe, on va en parler pendant 2 ans. Ou 4 ans, je sais plus c'est combien d'années. Du coup, tu t'adaptes. Mais bien sûr qu'il y a un rapport différent en fonction des sports et en fonction de la manière dont, à la fréquence à laquelle vous allez jouer, ou combattre, ou mettre en jeu vos trucs. C'est quoi la défaite qui t'a le plus marqué? Quand même, souvent je disais contre Alvida Souyev, parce que c'est un mec qui était en Belgique, d'origine tchétchène. Donc on sait beaucoup que dans les sports de combat, ils sont très très forts, dû à leur parcours, leur vie. C'est des gens issus de la guerre, du coup c'est des peuples forts. Et c'était un peu le mec que personne voulait affronter, 9-0, 8 KO, tout ça. Et personne croyait en moi, ni en mon coach. Ils disaient on allait perdre vraiment. Et le truc c'est qu'on a fait un combat de fou. Où le premier round il me défonce. Deuxième round il me... Non, le deuxième round c'est serré justement, c'est là où c'est discutable. Troisième round il me redéfonce. Et là le quatrième et cinquième, je l'allume. Et en fait les gens ils sont là en mode... Le mec a passé... Allez, 2 rounds sur 3 à se faire laminer. Et il revient dans le quatrième et cinquième. C'est qui ce mec? Parce que tout le monde pensait que j'allais perdre. Tout le monde pensait que j'allais prendre un round, premier round, KO, machin. Et en fait, c'est la défaite qui a été la plus dure à avaler parce que j'avais la ferme conviction que j'avais gagné. Le promoteur monte dans la cage et me dit « Ouais, you won ». C'était même son manager. Finalement, on lui lève le bras à lui. Moi, je regarde comme ça, je suis dégoûté. Je voulais d'office une revanche. On devient amis. La revanche, ça ne fera plus.
On arrive en octobre. Le combat s'est fait en juin, je pense. On arrive en octobre. J'arrive au championnat d'Europe. Premier combat, 9 secondes, KO. Tu perds? Non, jamais. Premier KO de ma vie. Deuxième combat, KO. Troisième combat, KO. Quatrième combat, KO. Et de là, en fait, l'histoire de Patrick Ebouara s'écrit. Parce qu'en gros, sur Twitter, les gens, ils postent. Championnat d'Europe, les résultats à chaque fois. Premier jour, les médias français ne parlent pas souvent des Belges. Mais vu que je mets un KO en 9 secondes, tout le monde parle. Wow, c'est qui ce Belge KO 9 secondes? Mardi, donc là on est lundi, mardi, KO. Il remet un KO. Moi, en fait, je mets un tweet qui est assez drôle. La première fois où je vois des gros médias, genre l'équipe, RMC, tu vois, des trucs que j'ai jamais vus, tu vois. Vu qu'ils ne savaient pas j'étais qui, qu'ils ne connaissaient même pas mon compte, moi j'ai mis c'est moi, wesh. Hein? Et le lendemain, j'ai mis c'est encore moi, wesh. Et les gens, ils ont rigolé. Et vu qu'on a les tenues nationales, ben, les gens pensaient que c'était même le même jour. Ils comprenaient pas que c'était 2 KO du jour. Le troisième jour, je dis c'est encore moi, wesh. Et là, les gens, ils pètent un plomb. Ouais, c'est qui ce mec? Comment ça, il met KO lundi, mardi, mercredi? Wesh, il a quoi? Il appuie sur quel bouton? Jeudi, KO. Et là, c'était fini. En fait, en l'espace de 4 jours, les gens ont... Enfin, c'est un record mondial. Déjà, le 9 secondes, c'était un record. Et 4 jours, en 4 jours consécutifs, mettre KO pour les boxeurs, pour se rendre compte de la performance, c'est un truc de fou. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que, vu que mon histoire, elle est quand même spéciale, je finis en finale par perdre. Du coup, je finis vice-champion d'Europe. Après 4 KO. Là où tout le monde se disait, ça y est, il va finir le dernier combat, KO, gold, champion d'Europe avec 5 jours, 5 KO, truc de fou. Non, je perds. Et là, en fait, c'est là que ça me ramène. En fait, je me dis, moi, je suis croyant, je crois en Dieu. Et je me dis, ouais, il a voulu encore que je n'étais pas encore prêt à avoir cette gold. Il fallait que je rentre, que je travaille encore plus, que j'accepte une défaite très dure à accepter. Mais c'était encore mieux pour plus tard, en fait. T'es comment dans le vestiaire après une défaite? J'ai tout cassé, moi. J'ai tout cassé. Tout. Les lits, les trucs, j'ai balancé. Chercher mon adversaire. J'avais le seum. J'avais le seum. J'avais le seum parce que j'y croyais. J'avais le seum parce que j'étais dans un rêve éveillé, j'étais concentré, tu vois. Je me faisais pas avoir, je coupais mon téléphone, je voulais pas avoir, alors que mon téléphone vibrait toutes les 2 secondes. Hein. Mon coach, il était à côté de moi toute la nuit, tout le temps. Tu prends sur Twitter presque 20 000 abonnés comme ça. Tu vois des trucs, 1 million, 2 millions, tes combats, t'as jamais été connu, t'as jamais, tu vois. Mais moi, je coupais mon téléphone. Donc j'avais le seum, parce que j'avais tout donné et j'ai perdu. Et puis de là, en fait, il y a eu un switch, quoi. Et là, j'ai commencé à faire tomber les mecs. Il y avait un truc qui s'était réveillé en moi, cette agressivité, etc., que j'arrivais pas encore à transfuser dans la cage, elle était sortie. Et là, c'était devenu... ils m'ont donné le nom de Belgium Bomber. Et en fait, il faut savoir que le Bomber, ça vient de... À la base, je pense de Joey Lewis, si je ne me trompe pas, en anglaise, un poids lourd américain qui mettait des gros KO. Et puis, il y a eu Deontay Wilder, un poids lourd américain en anglaise. À l'époque, il était 40 combats ou 41 combats, 40 KO. Et il l'appelait de Bronze Bomber. Et moi, quand ils m'ont vu mettre les KO, ils m'ont donné le surnom de Belgium Bomber. En mode... et c'est un gros surnom. C'est un vrai nom, c'est un truc qui est emblématique en boxe anglaise. Et du coup, quand ils m'ont donné ce surnom-là, ben, c'était dû à les patates que j'envoyais. Et depuis ce jour-là, ça a été le début de la nouvelle ère. Et c'est là qu'il y a eu le switch. Et c'est là qu'il y avait les prémices du Patrick d'aujourd'hui, on va dire. On n'en a pas reparlé depuis le début de notre échange. Au début, tes parents ne croyaient pas forcément en toi. Tu as parlé de cette mentalité africaine. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Quand j'ai mes parents, j'ai plutôt ma mère. On va dire, j'ai pas grandi dans une culture comme ça. Mon père m'a toujours supporté, mais il pensait pas que j'allais devenir à ce point-là, quoi. Il m'a toujours supporté, mais il pensait pas. Parce que personne l'a fait. Du coup, c'est compliqué, on n'a pas d'exemple. C'est comme nous, quand je dis que c'était compliqué de rêver de devenir champion, c'est que en tant que Belge, on n'avait pas d'exemple de grands champions. Il y avait John Jones, Georges Saint-Pierre, Conor McGregor, mais c'est loin. C'est loin de toi. T'as pas de mec à côté de toi qui est arrivé. Du coup, tu te dis, ah, c'est compliqué en vrai. Je vais devoir aller aux États-Unis, je vais devoir faire quoi? Voyager, je sais pas. Les mecs à côté de toi, ils combattent pour 1 000 €, même pas à la base et tout. C'est compliqué.
Mais au fur et à mesure, je pense que si tu as un rêve dans ta tête, tu dois le protéger et laisser personne rentrer dedans. Continue tout droit. Si tu as vraiment la ferme conviction que tu vas y arriver, ben juste travaille. Crois en Dieu si tu crois en Dieu. Crois en ce que tu veux si tu crois en autre chose, mais laisse personne te dire que tu vas pas y arriver parce que t'as beaucoup de gens qui vont te dire que tu vas pas y arriver parce que eux n'y sont pas arrivés ou eux ont lâché à un moment donné ce rêve. Mais si tu restes constant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la constance qui fait les grands champions. C'est pas la manière dont la courbe elle va. Tant que tu continues d'avancer, des fois tu vas courir, des fois tu vas marcher, des fois tu vas tituber, mais tant que tu vas vers l'avant, c'est bon. Tu vas tomber, mais tu te relèves et t'avances. Il y a des gens qui te disent que tu vas pas y arriver, mais il y a aussi des gens qui te disent que tu vas y arriver. Ouais, maintenant il y a beaucoup plus de gens qui disent que je vais y arriver. Ton entourage est assez présent dans ton... J'ai un petit entourage avec mon équipe, etc. Où eux, ils ont toujours cru en moi. Et puis maintenant, bah, j'ai un grand équipage, comme j'aime bien l'appeler. Moi, je suis fan de One Piece. J'ai grandi avec les mangas. Je me suis construit psychologiquement avec les mangas aussi. Même l'état d'esprit, les valeurs, les principes, la liberté. Être un pirate, vouloir faire ce que tu veux, accomplir ce que tu veux. Le crier haut et fort et pas avoir peur d'un petit jeune qui va dire ouais, même dans une salle avec plein de mecs qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, je vais tous vous défoncer un jour. Et petit à petit, tu veux devenir. Et devenir le roi des pirates, pour moi, c'est devenir un grand champion. Et c'est ça le thème. C'est ça, devenir le roi des pirates. Il y a quelque chose qui est très présent dans les sports de combat, c'est le trash talk. Est-ce que tu en es un amateur? Non. Non, pour moi, je pense que ça fait partie du job, dans certains niveaux. Ça dépend. Mais je pense que tu dois être fidèle à ta personnalité parce que quand tu surjoues, quand tu joues un rôle, les gens vont le voir. Moi, si on regarde ce que je véhicule comme message, je parle des mangas. Je suis un jeune qui essaie de s'en sortir. Je kiffe mettre des KO. Et j'ai pas peur de prendre des positions fortes quand il faut. Et je dis ce que je pense. Je vais pas me taire si tu me cherches, je vais pas me taire. Mais la meilleure des réponses, ce sera pas d'office rentrer dans un conflit de parole. Des fois, la meilleure des réponses, c'est de te laisser inerte dans la cage. Tu as dit que tu étais un jeune qui essaie de s'en sortir. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, tu t'en sors? Non, là, ça va. Là, ça va, on vit bien, là. Là, alhamdoulilah, merci à Dieu. Parce que je reçois plus que ce que j'ai demandé, même. Tu reçois quoi? Je rêvais de devenir champion du monde amateur. Faire ce que personne n'a fait, je l'ai fait. Avec un KO en finale. Avec 3 finishes. Avec une histoire incroyable, au final. Des fois, tu demandes des trucs comme ça. Et quand ça arrive, tu te dis, oh, c'est arrivé. J'ai pas perdu depuis longtemps. 5-0 en professionnel. Je pensais faire des grosses salles vers 26, 27 ans. J'ai fait Bercy à mon deuxième combat pro, 20 000 personnes. J'ai enchaîné main event au combat principal, un stade de foot où je l'ai rempli à 10 000 personnes. Après, j'ai fait l'Adidas Arena. Après, j'ai fait Lyon, 12 000 personnes. J'étais comme main event, PFL, deuxième organisation mondiale. Je signais avec eux. Moi, je pense que quand tu demandes peut-être quelque chose sincèrement et tout, en tout cas, Dieu, il te donne plus que ce que tu demandes. Et il faut savoir remercier ça. Et j'ai eu plus que ce que j'ai demandé. Du coup, c'est à moi de travailler plus pour mériter ce que je reçois là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des peurs et des doutes par moment? Bien sûr. Je pense que, en tout cas, dans le MMA, c'est un truc qui est un peu plus tabou parce que c'est un sport, on va dire, où il y a un rapport de force. Du coup, tu dois paraître fort. Mais moi, je ne sais pas si paraître fort, ça veut d'office dire que ça rime avec ne pas avoir peur. Moi, pour moi, la peur, c'est un de tes meilleurs amis. Elle est avec toi, elle te suit. Elle est là. Quand tu vas dans le combat, elle est là. Puis elle te parle ici. Des fois, elle vient ici. Et puis elle se balade. Puis elle revient. Des fois, elle part pendant 1 heure, comme ça, t'es bien. Puis boum, elle revient comme ça d'un coup. Et là, tu recommences à stresser, à avoir peur. Mais je pense que... Comment dire? Même pas ton ami, mais je pense que c'est ton meilleur ennemi. C'est-à-dire qu'au final, tu voues une relation assez intime avec. Et si tu arrives à la dompter, tu peux transformer ça en force. Et je pense que la dompter, ça passe par la phase d'acceptation. Ne pas la nier. Non, j'ai pas peur. Non, jamais. Je m'en fous, je vais le défoncer. Boum. Tu prends un truc que tu n'avais pas vu venir, tu tombes. Non. Ne te prends pas pour un super-héros,
Mais ne surestime pas l'adversaire en face de toi. C'est un humain, t'es un humain. Vous allez faire ce pourquoi vous êtes entraîné. Vous allez rentrer dans cette cage, dans ce ring, sur ce terrain de foot, sur ce terrain de basket. Vous allez performer. Mais la peur, elle sera toujours là. Parce que c'est la peur de l'échec. La peur de décevoir tes partenaires, tes proches, ta famille, tes supporters. La peur d'être ridicule, d'être humilié. Parce que la peur de prendre des coups, c'est pas vraiment ça. Hein. En tout cas, les combattants, on prend des coups pendant 2 mois gratuitement à l'entraînement. Est-ce que tu les sens même encore ces coups? Est-ce que tu sens la douleur? J'ai de la chance de pas prendre trop de coups, moi, ça va. Mais tu peux sentir à des moments si le mec t'a vraiment bien touché, mais c'est même pas ça en fait. Parce que ça, tu le fais gratuit à la salle. Comme je dis, tous les jours, quand tu vas à l'entraînement, tu vas en prendre et c'est gratuit. C'est pas le fait de prendre des coups. Même le KO, si tu le prends à la salle, qui va savoir? C'est le fait que ce soit vu. Que maintenant, tu combats dans des arènes de 12 000 personnes, t'as 10 000 téléphones, t'as 1 million de viewers, et tu sais que ça va circuler sur les réseaux sociaux, et t'as pas envie d'être humilié, ou décevoir tes proches, ou décevoir ton entourage. C'est plutôt ça la peur. Mais je pense qu'il faut l'accepter parce qu'après ça devient une force. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Quand j'étais jeune, je me disais qu'il fallait la renier. Mais en fait, elle a toujours été présente, du coup, j'ai décidé de l'apprivoiser. Et maintenant, je marche avec. Elle est là, à côté de moi. On se tient la main. Ça se passe bien. Tu as l'air de beaucoup t'inspirer de grands sportifs. Tu as cité Kobe Bryant tout à l'heure. Tu as aussi parlé d'Usain Bolt, de Cristiano Ronaldo. Ils sont différents. Et j'ai envie d'être différent. Du coup, tu t'inspires des plus grands que toi, qui ont déjà fait ce chemin et qui l'ont fait mieux que personne, on va dire. Pour moi, le sport de haut niveau, c'est 70%, voire 80% de mental. 20% de physique. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? J'accumule assez de moments de bonheur, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? À la fin de ma carrière, être en paix. Avoir accompli ce que je voulais accomplir. Et avoir ce sentiment de travail achevé, fini. Et être en paix. Tu penses déjà à la fin de ta carrière? Non, là je suis au début. Mais j'espère que je pourrai avoir ce sentiment de travail accompli parce que je pense que c'est une satisfaction personnelle qui est inégalable. Pour la carrière que j'ai eue en amateur avant le passage en pro, je voulais passer pro en étant champion du monde, en sachant que personne ne l'avait fait et que ça paraissait inatteignable. Et je l'ai fait. Et donc ce sentiment de satisfaction personnelle, ça c'est un amateur, j'imagine même pas en pro comment ce sera si je l'accomplis et j'espère l'accomplir, Inch'Allah. Et je travaille pour. Et je pense qu'après ça, je pourrais m'en aller le cœur léger. Je pense que c'est une satisfaction et c'est une sensation que peut-être peu de gens peuvent l'expérimenter, de ne pas avoir de regrets. Ça, c'est bien ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous, merci à Band. C'est carré.